Bon, encore une fois, bienvenue à toutes et tous. Merci de nous retrouver pour ce sixième webinaire de la mission d'appui santé durable qui portera aujourd'hui sur le sujet de l'alimentation durable et on essaiera de trouver des pistes pour progresser sur la loi Egalim. Au programme, donc, nous entendrons Monsieur Hugues Cruz qui travaille à la DRAF Nouvelle-Aquitaine et qui nous fera un petit rappel du cadre et des enjeux réglementaires sur cette loi Egalim, mais qui nous proposera aussi des pistes de progrès et des exemples concrets. Isabelle Barthes de l'ADAPI 33, qui est chef de projet RSE, nous présentera aussi la démarche de l'association Girondine, puisque c'est une association qui a pu bien avancer sur le sujet de la loi Egalim. Et enfin, Elisabeth Stelitouré, qui est chargée de mission développement durable à la Fondation John Bost, nous proposera aussi une ouverture de perspective en présentant la démarche donc de la Fondation sur ce sujet de l'alimentation. Voilà. Bien sûr, nous aurons un temps d'échange. Vous pourrez poser vos questions si vous le souhaitez. Et puis, on essaiera de tirer quelques petites conclusions de tous ces échanges et, voilà, et de mettre tout en perspective. Donc, pour démarrer, je vais donner la parole à Monsieur Hugues Cruz. Bonjour à tous. Je travaille à la DRAF Nouvelle-Aquitaine, qui est un service déconcentré de l'État, du ministère de l'Agriculture plus précisément. Et je travaille à l'unité alimentation, où nous sommes trois agents pour suivre cette thématique importante en Nouvelle-Aquitaine. Je me propose de vous présenter quelques éléments sur la loi Egalim et sur son application dans les cantines. Avec pour commencer un rappel des cinq piliers de cette loi issue des États généraux de l'alimentation de 2017 qui a été renforcée en 2021 par la loi climat résilience. À L2, donc, elles contiennent ces cinq piliers que je vais rappeler ici. Le plus important d'entre eux étant celui qui concerne l'approvisionnement en produits durables et de qualité, qui prévoit donc 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de bio. Ça, vous avez dû en entendre parler dans vos établissements respectifs. Et depuis 2024, l'application aussi des 60% de viande et poissons durables et de qualité, avec un objectif pour l'État qui est porté à 100%. Le deuxième pilier, c'est la diversification des sources de protéines avec le verdissement des assiettes notamment l'insertion d'un menu hebdomadaire, d'un menu végé dans les établissements, et voire pour l'État, quand on a un choix multiple, pour les établissements de l'État, un menu végé chaque jour. Le troisième important pilier, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, hein, avec une obligation de diagnostic pour tous les établissements sur le gaspillage, et une obligation également pour les établissements qui servent plus de 3000 repas par jour de prévoir une convention de dons avec les associations habilitées. Un quatrième pilier, donc sur l'information portée aux usagers qui doivent recevoir donc cette information durablement sur les sites web quand elles ont des structures, mais sinon dans l'établissement, dans les cantines, hein, dans les réfectoires, bien afficher toutes les données sur les produits qui sont servis. Ça, c'est important aussi. Et enfin, pour finir, ce qui concerne donc la réduction du plastique, l'utilisation du plastique, donc l'interdiction depuis 2025 dans les établissements qui servent des enfants de moins de 6 ans et dans le scolaire, le périnatal, l'interdiction de contenants alimentaires, de réchauffe et donc tout ce qui sert aux aliments, à contenir des aliments avec du plastique. Voilà. Pour ce qui est de le réutilisable, pareil, euh, quand on est dans des fast-food, bon là on n'est pas concerné, mais ne plus utiliser d'éléments en plastique qui soient pas recyclables. Ces cinq éléments font partie, il faut le savoir, hein, d'une politique prioritaire du gouvernement, hein, d'une des 50 PPG, on appelle ça dans notre jargon. Les préfets en département suivent ces éléments de près, il faut le savoir.
puisque chaque année, un rapport est rendu au Parlement sur la base des éléments qui sont enregistrés sous un logiciel dont vous avez certainement entendu parler, qui est Ma Cantine, un logiciel, une plateforme qui a été livrée par le ministère de l'Agriculture et sur lequel les cantines sont amenées à s'enregistrer, sont obligées même de s'enregistrer. Je vous propose de vous faire un petit rappel de ce qui doit être enregistré justement sur la slide suivante. Voilà. C'est précisément les produits durables et de qualité dont je vous parlais, les fameux 50%, dont le bio qui est en tête, bien sûr, avec le signe AB. Mais donc, vous retrouvez les AOC, AOP, STG, les produits des régions ultra-périphériques, RUP, le commerce équitable, et puis d'autres catégories qui sont assimilables aux catégories Egalim par leur qualité sur leur impact faible environnemental et sur leur empreinte CO2. Donc ça, c'est deux autres catégories qui sont qu'on pourra évoquer éventuellement dans des questions un peu plus loin. Alors, je vous ai rapidement parlé de Ma Cantine. On va regarder plus en détail ce qu'est Ma Cantine. C'est d'abord une plateforme au service des utilisateurs que sont donc les gestionnaires d'abord de sites de restauration, les élus bien sûr dans les petites communes. Il faut savoir que beaucoup d'élus sur des petites communes n'ont pas de personnel pour faire, donc c'est eux qui sont amenés à saisir, mais c'est aussi eux qui vont se servir de ces chiffres dans les plus grosses collectivités pour communiquer sur leurs actions dans le domaine de l'alimentation. Donc c'est bien un relais dans les territoires, sur tous les secteurs d'activité. Là, ici aujourd'hui, c'est sur la santé et le médico-social, mais donc très important de savoir comment est-ce qu'on progresse sur ces données. Donc si on peut avancer un peu, voilà, pour rappeler que voilà, ça permet d'accompagner les gestionnaires, de collecter, mettre à disposition toutes les données et de rendre aussi les convives acteurs puisqu'ils ont accès aussi à ces données sur Ma Cantine. Ça, c'est un petit schéma que vous pourrez reprendre un peu plus tard parce que on est assez contraint par le temps, on n'a que 10 minutes, donc c'est un schéma qui vous indique un petit peu l'ordre de comment est-ce qu'on fait les saisies sous Ma Cantine, comment est-ce qu'on avance sous Ma Cantine et comment on peut donc apporter toutes les infos relatives à ces achats et faire enfin la télédéclaration. Cette télédéclaration, elle est annuelle. Elle s'effectue chaque année de janvier du 1er janvier jusqu'au 31 mars. Et donc, elle permet donc d'effectuer ce fameux rapport au Parlement sur la transition alimentaire. Donc ici sont rappelés un petit peu les types de ressources que vous pouvez trouver sur le site Ma Cantine, tous les guides du Conseil national de la restauration collective, des guides sur le plastique, des guides sur les achats, des guides également sur Egalim, bien sûr, pour vous rappeler toutes les catégories Egalim. Donc il ne faut pas hésiter à aller les consulter. Il y a même un outil qui est le closier régional Egalim qui permet de construire vos marchés, si vous avez des marchés publics à construire en prenant en compte donc ces exigences Egalim et voilà, donc il ne faut pas hésiter à aller voir ces outils disponibles. Un rappel voilà, d'un outil qui est aussi contenu dans la plateforme et qui permet, lui, de vous aider à enregistrer toutes vos données de manière dynamique, c'est-à-dire vous faites une saisie au fur et à mesure de vos achats et vous enregistrez donc au lieu de le faire au dernier moment sur les 3 mois de télédéclaration où on peut faire la télédéclaration, bah là vous saisissez au fur et à mesure dans cet outil de suivi d'achat toutes vos données sur vos produits durables de qualité et bio et vous avez votre taux qui évolue au jour le jour, donc vous avez un suivi au plus près. Ça c'est le premier outil que je voulais vous rappeler. Il y en a un deuxième, si on peut. Voilà. Donc, il y a un module anti-gaspi qui a été rajouté, et ça, c'est tout ce qui est lutte contre le gaspillage alimentaire sur le secteur santé médico-social. Vous êtes particulièrement concerné parce que c'est vraiment un domaine dans lequel on a identifié vraiment des marges de progression importantes et qui peuvent permettre non seulement des gains de budget, puisque ce qui est économisé et épargné vous permet
d'aller sur acheter d'autres choses. Et ces autres choses, justement, seront des produits de qualité, alors en plus faible quantité peut-être, parce qu'elles seront peut-être un peu plus chères, mais du coup, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Voilà l'idée avec cet outil qui permet de suivre le gaspillage alimentaire dans vos cantines. Un petit focus justement sur ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine, un petit rappel de l'évolution des saisies. On a aujourd'hui 1350 cantines inscrites. Alors là, je parle que du secteur médico-social. Le secteur santé est à peu près exhaustif en termes tous les établissements sont à peu près tous inscrits. Enfin, il en manque quand même encore, hein, attention. Mais là où on a du retard, c'est sur le médico-social. On n'a que 55% des sites pour l'instant qui sont inscrits en Nouvelle-Aquitaine. Et après, ce qui est important, c'est de voir ceux qui ont télédéclaré. Donc aujourd'hui, 62% des sites ont télédéclaré, mais c'est uniquement les sites qui sont inscrits. Donc il faudrait qu'on augmente un petit peu quand même ces résultats. Et même s'il y a eu une progression importante depuis 2024, hein, vous voyez, il y a eu 120% de progression de télédéclaration. Il faut savoir que le médico-social représente et la santé représente le deuxième secteur d'activité dans l'alimentation en nombre de structures. Ce qui est normal, hein, avec les EHPAD, les ESMS, tous ces établissements sont nombreux. Voilà un petit peu les taux aussi, les taux Egalim, hein, donc la part de bio, vous la voyez à gauche, et le taux global Egalim, je vous rappelle, est l'objectif de 50% pour le taux global et 20% d'objectif pour le bio. On est en retard hein, par rapport à ce qui se fait au niveau régional sur l'ensemble des secteurs, puisque la moyenne de l'ensemble des secteurs, on est au double des résultats qu'on a ici. Alors même s'il y a une progression, vous le voyez, hein, entre 2022 et 2023, il y a encore vraiment une grosse marge de progression, puisqu'on est qu'aujourd'hui à 6% de bio et au total à peu près 20% de produits durables et de qualité, dont le bio. Il y a vraiment une marge importante de progression. Alors ici, bon, je ne vais pas reprendre les enjeux parce que vous les connaissez sur le plaisir, la santé, la durabilité et le budget. C'était surtout pour illustrer le Vademecum qui est mis à disposition sur le. Il faut pas hésiter à aller consulter sur le site Ma Cantine hein, qui indique un petit peu. On voit dans la slide suivante également les possibilités, les leviers d'action qui vous sont proposés, notamment à travers un guide que le département de la Sarthe a produit et qu'il faut là encore aller consulter pour s'inspirer dans vos établissements. Il ne faut pas hésiter. Alors au niveau régional également, pas hésiter à suivre ce qui se fait en termes d'appels à projets. Récemment, il y a eu la planification écologique, il y a les appels à projets du Programme national de l'alimentation, ceux de l'ARS, bien sûr, de l'ADEME, l'ADREAL et les nôtres. J'ai vu l'année dernière passer un appel à projet de l'UDI-HR, qui est peut-être certaines personnes sont présentes aujourd'hui, je sais pas, mais en tout cas, il y a des choses intéressantes qui peuvent se faire. Il y a aussi un recours possible aux dispositifs nationaux, Nourrir ses plaisirs, par exemple, en EHPAD. Et puis ne pas hésiter à faire appel à des structures pour vous aider, notamment pour vos achats durables et de qualité, et pour construire vos marchés. Ne pas hésiter à faire appel à l'association 3AR, et également l'association Interbio Nouvelle-Aquitaine. J'évoque aussi le recours au groupement d'achat, hein, voir un petit peu ce qui se fait dans le cadre des groupements d'achat qui peuvent aider hein, à inspirer aussi la façon dont vous allez vous approvisionner. Je ne veux pas trop déborder, j'ai déjà dépassé. Donc voilà quelques exemples. Vous les regarderez dans les slides. Enfin, de toute façon, le PowerPoint vous sera transmis. Et pour finir, bien sûr, les ressources, l'ensemble des ressources où vous retrouverez les liens qui vont bien pour aller sur tout ce dont je vous ai parlé, peut-être un petit peu vite, mais en tout cas, tout ce qu'il faut pour aller s'outiller sur Ma Cantine, le site du ministère. Je vous remercie. Merci beaucoup. Hop, je vais donc passer la parole à Isabelle Bard. Alors, là.
Excusez-moi, mon écran bloque. Ah, tac, c'est bon. Isabelle, la parole est à Bon, vous. merci. Bonjour à tous. Donc, je rappelle, voilà, je suis chef de projet restauration et développement durable sur la d'API 33. Notre démarche, en fait, pour atteindre la loi Egalim, j'avais de grandes ambitions, mais ça a été quand même difficile à atteindre. Donc, je vais vous expliquer un peu notre histoire. Elle a commencé quand même il y a longtemps. Donc là, on peut voir en fait que dès 2012-2014, on est engagé sur des repas voilà, qui, au niveau nutrition, déjà voulaient être en avance, hein. La loi Egalim est sortie vers 2022, mais dès 2014, on a déjà eu des formations, on a suivi des formations avec Isabelle Farbos. Et en fait, on a signé des chartes, voilà, donc avec le PNNS, on a mis en place, on a signé la charte nationale, on a fait des jeux, en fait, voilà, parce qu'on lutte contre l'obésité dans nos établissements où quand même on a une moyenne qui est supérieure à la moyenne nationale. Donc au niveau, en fait, accompagnement des personnes en situation de handicap sur bien manger, c'est quelque chose, voilà, qui nous anime depuis plus de 15 ans, hein, 10 ans, 15 ans. Donc voilà, donc en fait, au fur et à mesure des années, donc là on peut aussi passer, voilà, cette charte qui existait déjà en 2014, on l'a tous signée, on déjà, voilà, il était bien inscrit, bien mangé, bien approvisionné, moins gaspillé, parce que ça c'est sûr que s'approvisionner et moins gaspiller, on est tous conscients dans les cuisines, les cuisiniers, bah, ça fait partie de leur travail. Quand on cuisine des mauvais aliments qui diminuent, qui sont pas bons, bon ben voilà, ça rend plaisir, ça donne, enfin il y a aucun plaisir à cuisiner ça. Et gaspiller, c'est évident que ben, c'est une perte qui est vite. Donc c'est une lutte, on va dire, depuis plusieurs années à avoir les bons effectifs et donner en fait des repas qui sont équilibrés et qui sont goûteux. Donc ça c'est vraiment un travail de l'ADAPI où on a mis en place plusieurs cuisines sur place, parce que évidemment les cuisines centrales, je ne veux pas dire que les repas ne sont pas toujours meilleurs, mais au niveau des effectifs, on a plus de pertes, à mon avis, en fait, quand on se fait livrer en liaison froide que quand on produit sur place. Quand on produit sur place, en fait, on a un J+3, on va pouvoir, en fait, voilà, avec un bon maintien en température, récupérer des produits qui n'ont pas été servis et les retravailler pour le lendemain. Donc, on va générer les pertes, on a les convives qui sont en face, donc en fait, qui vont dire si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas, et le cuisinier va ajuster au mieux pour qu'évidemment satisfaire en fait ses convives. Donc quand on a une équipe stable et une cuisine sur les établissements, on a tout de suite vu voilà, que le gaspillage était beaucoup inférieur en fait à des repas livrés d'une cuisine centrale. Donc cette charte a été signée et donc du coup on peut aller sur l'autre diapo. Voilà, donc là on a même signé voilà, établissement actif au PNNS. Donc régulièrement, je veux dire communiquer en interne, c'est pas toujours facile, hein, mais à vrai dire, voilà, depuis plus de 10 ans, on incite chaque établissement, chaque cuisinier à faire passer le message que les repas goûteux, bien servis avec des bons aliments, bah, seront appréciés, donc on n'aura pas de perte et la boucle sera bouclée. Donc je parle beaucoup d'Isabelle Farbos, c'est vrai que depuis 2008, donc c'est de nombreuses années, elle nous accompagne sur la santé. Pour moi, la santé, en fait, c'est déjà, voilà, on est social, environnemental, on est relié à notre planète en fait, et ce que l'on mange ben, nous rendra, voilà, enfin, je dis ça, mais en fait on le sait depuis très très longtemps, hein, bien manger c'est être en meilleure santé, bouger aussi. Donc voilà, donc on essaye au maximum euh, d'apporter du bio, donc ça c'était la volonté sur certains aliments essentiels. Par exemple, quand on donne en fait des céréales ou des féculents semi-complets, il vaut mieux acheter du bio. Sur certaines huiles de colza, bon, c'est plus cher, les huiles d'olive aussi ont beaucoup augmenté. Bon, malgré tout, voilà, il y a une préférence en fait sur les produits, les légumes, les féculents, les légumineuses et les laitages en fait, hein, voilà, depuis plusieurs années. Et là, petit à petit, donc cette année, on a recommencé une formation avec Isabelle Farbos pour nous sensibiliser à limiter ben, le sucre, les mauvais desserts et les exhausteurs de goût ou les conservateurs, les colorants, en fait, voilà, qui ont vraiment en fait un effet nocif en fait sur la santé. Donc ça, pour moi, ça c'est déjà très important. Donc la loi Egalim nous incite. Donc c'est vrai que moi principalement,
j'ai tendance à dire achetons le maximum de bio parce que là, on est quand même voilà, avec moins de pesticides et avec des produits voilà, moins nocifs. Du coup, ça c'est un plateau équilibré. On peut passer à la prochaine slide. Et du coup aussi, ce qui nous a vraiment conforté dans notre travail, c'est depuis donc 2019, on est engagé dans la garantie. Donc ça s'appelle une garantie, c'est pas un label, c'est gratuit. C'est mis à disposition par la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et depuis 2019, on suit en fait cette garantie. Il y a une auto-évaluation en ligne, un questionnaire. On s'auto-évalue sur les 4 piliers. Donc, c'est global. En fait, le repas, de toute façon, il est visuel, il est tactile, il est auditif. Enfin, voilà, on mange, mais aussi, il y a autre chose qui se passe autour pour dire que on mange calmement, on a le temps de manger. Et donc, on prend plaisir, en fait, voilà, sur des repas de collectivité. Donc, je ne détaille pas ces 4 piliers, mais voilà, le bien-être, l'assiette responsable, les éco-gestes, l'engagement social. Donc, en fait, voilà, l'ambition est là, elle était là. Et là, ce que je veux dire, en fait, pour la loi Egalim, c'est évident qu'il faut y aller, mais j'avoue que c'est arrivé à un moment où l'inflation alimentaire est arrivée et nos ambitions, quand même, ont été très atténuées, hélas. Donc, la prochaine slide. Voilà, donc là aussi, évidemment, pour diminuer les coûts, supporter voilà, la hausse des aliments, l'année dernière, on a mis en place donc la formation. Donc là, oui, pour la formation végétarienne qui nous aide, parce que ça va être mon propos en fait aujourd'hui, que la viande coûte cher, la viande bio encore plus. Et donc, du coup, en fait, on va favoriser évidemment des menus végétariens sans stigmatiser sur ces menus, parce qu'en général aussi, quand on les propose, il ne faut pas frustrer, il faut bien les cuisiner, bien les proposer. Il faut qu'ils soient copieux aussi, il faut bien assimiler, enfin bien mélanger tout ce qui est légumineuses, légumes, féculents, enfin il faut aussi que les assiettes soient généreuses et bien voilà, présentées. Donc la formation végétarienne, elle est très utile en fait pour tous les cuisiniers, favoriser vraiment ces plats. Bon. Donc nous, c'est pas toujours une obligation, on a plusieurs menus, on a des selfs, donc avec des choix multiples. Mais voilà, donc on favorise ça évidemment parce que si on sort la viande, on gagne forcément en fait en coût matière. Donc, du coup, la slide suivante va vous montrer, voilà, donc notre travail. Donc, ça, c'est juste un bilan 2024. Alors, je vais vous dire, j'avais l'impression avant 2022 d'avoir plus de facilité à acheter du bio et des produits de qualité. Donc, depuis qu'on calcule, à vrai dire, voilà, 2023 a été une année difficile. 2024, on a dit, bon, voilà, il va falloir qu'on remonte. Donc, ça, c'est en gros les chiffres sur l'ADAPI, sur les établissements en production sur place. On est à 12% de bio. Alors, les labels, je vais vous dire 9%, mais la saisie des labels est très compliquée parce que malgré tout, en fait, il y a plusieurs labels. Nous, on n'a pas, en fait, on fait partie d'un groupement d'achat, mais malgré tout, en fait, commander à différents fournisseurs, notre objectif, c'est de limiter les fournisseurs pour faciliter ce calcul. Voilà, c'est pas évident et des labels qui sont comptés dans certains fournisseurs, mais pas dans d'autres. Bon, c'est voilà, donc c'est pas assez facile. C'est pour ça que aussi ça me pousse à atteindre vraiment les 20% de bio à terme. J'espère qu'on y arrive et en maîtrisant nos matières. Avec donc sur cette slide, vous voyez là les établissements où là on est en partenariat avec des prestataires. Donc en fait, il y a des contrats où on a pu, avec une cuisine centrale, c'est les 2 premières lignes, parce que là, une cuisine centrale, je veux dire, en logistique, elle va pouvoir se fournir à certains fournisseurs, pas avoir de franco de port, enfin voilà, pouvoir se acheter en gros. Et là, on voit que voilà, ce fournisseur a réussi à atteindre 19% de bio. Par contre, sur d'autres établissements, où d'ailleurs, nous, on a beaucoup de repas qui sont sur place, augmenter les repas, rien que 10, 20, 30 centimes quand on a 50 000 repas par an, c'est un impact budgétaire énorme. Voilà. Donc tous les contrats, en plus depuis 2020, fidéliser ces sociétés et stabiliser les équipes, en plus de l'inflation alimentaire, il y a eu aussi en fait des déstabilisations en fait des équipes. Trouver en fait des cuisiniers, c'est difficile. Donc, si d'abord on n'équilibre pas en fait, voilà, les équipes, on a du mal après à travailler en fait ces projets. Et un cuisinier a toujours beaucoup de travail, la journée passe très très vite. Et en plus, sur nos établissements, surtout sur les ESAT, en fait, les moniteurs de cuisine, on leur demande aussi d'accompagner, de former. Donc, acheter et produire, c'est pas leur seul en fait travail dans la journée, mais ils font autre chose. Donc, ça veut dire qu'il faut être très bien organisé pour en fait avoir vraiment le temps de s'occuper de tout ça. Bon, donc, je les accompagne au mieux, mais quand même, on a 25 établissements et on a tous plusieurs missions. Donc, la slide suivante.
pour juste, en gros, parce que ça c'est grâce à ma collègue qui gère le service achat, elle nous avait fourni ce slide en fait pour vous dire, vous faire voir depuis 2022 jusqu'en mai 2025, toutes les familles, l'augmentation des produits, alors que nous, nos repas, petit à petit, on les augmente légèrement chaque année, mais on n'a augmenté que de 10%, alors que la moyenne, elle est à 22%. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille encore plus pour récupérer ces 12% de marge qu'on a perdu, puisqu'on a augmenté de 10% et que l'alimentation coûte 20% en plus. Voilà. Donc, je pense que ça multiplie le travail qu'il y a à faire. Donc là, en fait, voilà, donc j'ai résumé, vous pourrez le lire, les viandes, voilà, je passe en fait, parce que tout le monde le sait. Voilà, et les hausses persistent. Je vois qu'en 2025, tout ne baisse pas forcément. Je pense que la volaille, en fait, il y a des viandes qu'on payait pas cher avant, sont quand même en grosse augmentation. Donc voilà, donc je me suis amusée un petit peu là pour faire des calculs rapides sur un menu vraiment basique avec, voilà, c'était des carottes râpées, c'était la moyenne de la viande, une moyenne en fait d'un légume de saison. Donc j'ai pris les prix actuels en fait. On est au mois de septembre, on a des prix en fait là qui sont à peu près abordables. On a du choix en légumes. Donc je suis arrivée sur un coût matière comme ça, avec notre mercurial, avec nos fournisseurs. Hein, voilà, donc après, moi j'explique ce que l'on vit, mais d'autres aussi peuvent expliquer des choses différentes. On travaille avec des établissements qui produisent moins de 200 repas par jour. Donc ça aussi, c'est important parce qu'on n'a pas la même logistique qu'une cuisine qui va fabriquer 500 repas ou 1000 repas par jour. Voilà, donc en fait, on a des franco de port, on ne peut pas avoir 10-15 fournisseurs, parce qu'il faut se dire qu'un fournisseur, il n'est pas bon dans ses prix sur toutes les familles alimentaires. Souvent, en fait, il va avoir un fournisseur qui est meilleur dans les épiceries, qui va proposer en fait des prix compétitifs dans cette famille-là, un autre dans une autre famille. Voilà, mais on fait ce que l'on peut. On ne peut pas être livré tous les jours non plus. Voilà, donc on minimise les jours de livraison, les commandes, les factures aussi, parce que plus on a de factures, plus il faut les traiter au niveau comptable, c'est pas anodin. Donc voilà le résumé, on est à 2,60. Ah pardon, pardon, excuse-moi. 2,70 voilà, sur un repas normal, 2,50 si on baisse la viande, vous voyez, donc ça fait déjà 20-30 centimes en fait, si on baisse la viande sur un repas. Un menu bio, si je le fais à 100% en totalité, vous voyez la différence en fait, il faut rajouter plus d'1 euro. Un menu bio avec moins de viande, là, ok, bon, on gagne déjà un petit peu plus. Et un menu Egalim, en fait, dans cette moyenne, on va être à 3 euros. Et si j'enlève la viande, sur un menu Egalim, on est à 2,70. Donc, c'est une moyenne. Donc, je vais dire c'est 30 centimes. C'est beaucoup, en fait, de viande. Mais j'ai baissé, en fait, le grammage de la viande. Et c'est pour dire que quand on fait 50 000 repas, 30 000 repas par an, 30 centimes, c'est 6 000 euros. On est à 1 000 euros près, sur tous nos établissements. On a des budgets très, très, très contraints. On est en déficit sur pas mal d'établissements. Donc voilà, donc en fait, on est vraiment auprès de chaque euro. Donc l'autre slide. Voilà, donc en fait, la conclusion rapide de se dire, on essaye, les axes d'amélioration, c'est stabiliser, former les équipes en restauration, parce qu'il faut former, beaucoup communiquer, beaucoup expliquer. Donc voilà, comment faire du végétarien, suivre les orientations nutritionnelles, donc santé, en regardant les étiquettes des produits que l'on achète. Tout ça, ça prend du temps. Les effectifs repas, c'est toujours une lutte à savoir combien de repas on va fabriquer au plus juste, parce que ça, c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. C'est pas la peine de fabriquer un repas pour quelqu'un qui va pas venir manger. Ça prend du temps et il va finir à la poubelle si on peut pas, voilà, s'il n'a pas été servi, on peut pas le récupérer. Donc, la mercurielle négociée, on a des fournisseurs, il y a beaucoup de travail auprès de nos fournisseurs, mais je vous dis, c'est pas si facile que ça. Les fournisseurs, en fait, qui nous proposent du bio, souvent pas cher, c'est du bio qui vient pas forcément de France ou du Sud-Ouest, et ça m'embête. Voilà. Ok, le bio, mais en fait, on va pas l'acheter en Chine ni ailleurs. Donc ça aussi, il faut regarder. Il faut vraiment et saisir dans ma cantine donc les analyses de tri. Donc là, on en fait. On a des tables de tri. J'avais répondu à un appel à projet de l'ADEME, c'était avant 2020. Donc on a des tables de tri sur tous nos établissements. On trie donc depuis longtemps. On pesait, on analyse. Mais bon, voilà, tous les jours, c'est vrai que voilà, on peut pas, on ne sait pas pourquoi, mettre la tête dans les poubelles et se dire pourquoi, qu'est-ce qu'il y a eu. Bon, c'est pas si facile que ça. Donc là, dans ma cantine, on nous dit, analysez 10 jours dans l'année et faites une analyse précise, en fait, de vos déchets. Donc là, en fait, aujourd'hui, c'est le démarrage de la semaine développement durable, du 18 septembre jusqu'au 8 octobre.
Donc en fait, j'ai proposé à tous nos établissements, justement, pendant 10 jours, cette semaine-là, ils vont analyser au mieux, en fait, les déchets, ils vont les peser. Donc on va séparer les entrées, la viande, les légumes, les desserts, pour voir qu'est-ce qui est jeté. On l'avait déjà fait sur un établissement, et c'est grâce à ça qu'on avait réduit le grammage des féculents, parce qu'on avait vu que beaucoup les féculents étaient partis à la poubelle. Donc voilà, donc en fait, on va voir ce que ça donne, mais vraiment pour focaliser dessus et sensibiliser aussi nos convives, à qui en fait on demande aussi de dire est-ce que vous voulez une petite assiette ou une grande assiette, est-ce que j'ai un peu faim, pas trop faim, celui aussi qui sert sans prendre trop de temps parce que même on est pressé, bah, de dire voilà, chacun est différent, il y a des jours où on a plus ou moins faim, puis on n'a pas des morphologies identiques. Donc voilà, on est de la collectivité, on a des moyennes de grammage dans les repas, mais malgré tout, on est tous différents. Donc, il faut adapter en fait l'assiette à chacun. C'est un joli rêve, c'est du travail. Donc, voilà, donc ma cantine, je vous dis les labels, c'est un petit peu compliqué, mais on augmente. Voilà, notre produit bio et locaux, c'est notre objectif. Donc, la stratégie, c'est malgré tout bah, une bonne gestion du coût matière. Donc, nous, quand on vend un repas, on se dit qu'en collectivité, en coût matière, on est à 40%. Donc, on le suit, toutes les cuisines, on a des tableaux, en fait, et tous les mois, on suit ça. On a privilégié certains fournisseurs. Il y a un fournisseur que j'aime beaucoup, qui fait que du bio, c'est une belle plateforme, mais il y a un franco de port qui nous limite beaucoup et ça, voilà, mais les transporteurs, c'est normal, hein, on peut pas transporter un camion à vide, on peut pas, voilà, donc quand on appelle un transporteur, eh ben, il faut que le camion soit plein. C'est tout à fait compréhensible. Mais par contre, ça nous limite aussi, nous, de diversifier, d'acheter local et d'acheter aussi bio. Voilà. Donc, du coup, ben, mon axe, c'est de limiter la viande. Voilà. Donc là, le 26 septembre, on va retravailler avec Isabelle Farbos, on va refaire une formation. J'ai tous les cuisiniers avec moi. Et là, c'est un gros travail parce qu'en fait, c'est aussi travailler avec les convives, travailler avec les menus, les plats que l'on va proposer. Mais si, en fait, tous les jours, on arrive à baisser ce grammage de la viande, on n'est pas obligé de manger de la viande. Alors, quand je dis ça, évidemment, je sais que je ne fais pas des heureux. Euh, de 14 repas dans la semaine. Bon, même s'il y a des gens qui n'ont pas l'argent de se payer de la viande le soir, j'en suis consciente, surtout sur nos établissements. Mais malgré tout, en fait, en baissant le fromage, parce que nous, on a 5 composantes, en fait, tous les midis. Mais certaines fois, quand on a un laitage, on ne va pas proposer aussi un fromage. Et si on propose en fait de la viande découpée en cubes, un peu s'inspirer en fait des recettes asiatiques ou d'autres pays, où en fait la viande est un peu cachée, elle va assaisonner, elle va être en petite quantité, un peu mélangée, et on va manger 80 grammes de viande sans s'en apercevoir et en étant très content et rassasié. Voilà, et en mettant aussi des légumineuses. Donc ça, c'est voilà mon Très bien. objectif pour l'avenir pour y arriver. Merci beaucoup Isabelle pour cette illustration et ce témoignage voilà, qui est vraiment au cœur de la problématique et qui était vraiment très intéressante. Je vais laisser la parole maintenant à notre troisième témoin, Elisabeth Télitouré de la Fondation John Bost. Donc on reste dans le secteur médico-social. Elisabeth, c'est à toi. Bonjour, j'espère que le son fonctionne bien. Tout à fait. Super. Donc, je vais rapidement vous présenter, non pas toute notre stratégie autour de l'alimentation durable à la Fondation John Bost, qui est d'ailleurs un projet qui redémarre ou qui démarre cet automne sous une nouvelle méthode d'accompagnement, mais plutôt pointer quelques éléments de la genèse de ce projet. Alors, je vais tenter, on n'est pas tout à fait sûr que ça marche, mais je vais quand même tenter de vous passer un petit film qui présente quelques éléments de cette genèse de projet. Le partage d'écran de Zoom semble me dire que ça serait possible. On voit. On va On voit ton essayer. écran. Petite seconde. Il n'y a pas de son. Alors, si ça ne marche pas, je ne vais
pas vous faire perdre votre temps. Comme ça va nous rattraper un petit peu. On pourra partager le lien de ce film qui peut avoir tout son intérêt. Et on le partagera quand on partagera le replay, etc. On mettra le lien dans le PowerPoint aussi dans le support. Pas d'inquiétude. C'est un petit film qui dure 5 minutes, hein, donc en soi, il peut, voilà, la pause café tout à l'heure, ça passera très bien. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux, on l'a diffusé assez récemment, et qui présente en fait un projet que nous avons mené euh, depuis le mois de janvier 2025 environ, sur l'un des sites de la Fondation John Bost en Dordogne, le site de la vallée de la Dordogne. Ce que nous raconte la personne qui prend la parole dans ce film et qui est le responsable ici en Dordogne de la cuisine centrale, une cuisine qui prépare environ 1200 repas par jour, 365 jours par an, puisqu'on a de l'hébergement en continu sur le site. C'est qu'il a voulu ancrer finalement son projet alimentaire, lui, au niveau de la cuisine centrale, dans le site, à la fois dans l'activité et l'accompagnement des résidents qui sont accueillis ici, à savoir créer un lieu qui soit un lieu de partage, un lieu d'activité partagée autour d'un jardin. À la fois dans le terroir de notre site, puisque l'enjeu serait, pourquoi pas un jour, de produire ici une partie des aliments qui seraient consommés par la cuisine. On n'a pas d'illusion sur les volumes qu'on est capable de produire, évidemment, par rapport aux besoins. Toutefois, rien n'interdit de rêver et de penser qu'une petite partie de la production alimentaire pourrait être relocalisée jusqu'au cœur de la fondation. Le modèle économique est à trouver, mais le modèle agricole est pas difficile à imaginer. Et puis, finalement, de faire ce lien entre la dimension, enfin toutes les dimensions de la santé. Et dans la santé, il y a la santé qui vient des aliments qu'on consomme évidemment, mais il y a aussi toute la dimension de santé mentale, et le jardin de soins, le jardin thérapeutique peut aussi être un vecteur de santé mentale, de même qu'une alimentation saine peut y contribuer. Alors ça, c'est le projet des jardins extraordinaires qui a germé en vallée de la Dordogne au printemps, qui a poussé là tout l'été, et qui est un petit lieu sur lequel on expérimente la manière dont on peut entremêler la production alimentaire, le soin, l'inclusion avec toutes les activités partagées pour renforcer à la fois l'autonomie alimentaire du site, la santé des personnes qui vivent sur ce site-là, et puis répondre à tous nos enjeux de développement durable au sein de notre site ici en Dordogne. Et donc en Dordogne, ici, on a ce projet de jardin qui germe, mais des jardins, on en a ailleurs. Il y en a qui existaient déjà avant, il y en a qui viennent de se déclore depuis la dynamique des jardins extraordinaires. Et finalement, sur cette base-là, on a construit un projet un peu plus vaste. Alors juste avant de passer, voilà quelques photos, il y en avait bien davantage dans le film, qui illustrent ce projet des jardins extraordinaires et qui a été monté selon la méthode des chantiers participatifs, avec un certain nombre de journées de travail depuis le mois d'avril, et ça continue là en septembre, sur lesquels les différents établissements de la Fondation en Dordogne sont amenés à venir avec des groupes de résidents, des personnes qui viennent de façon autonome, des professionnels qui viennent à titre personnel parce que ça les intéresse de venir contribuer au jardin, des habitants de la commune ou même un peu plus loin qui viennent aussi donner du temps, etc. Projet qu'on a monté en partenariat avec une SCOP qui fait de la formation justement sur la thématique des chantiers participatifs, qui rayonne en France entière, qui s'appelle Salutaire, qui sont basés pas très loin de chez nous en Dordogne et qui ont pu nous accompagner sur la méthode de projet. De ces jardins-là, et pendant le travail des jardins, parce que c'est quand on jardine, on peut discuter, a germé l'idée d'écrire une charte qui soit celle de la Fondation John Bost pour s'engager pour la restauration durable. Et on a appelé ça nos principes d'engagement pour une restauration résiliente et inclusive. Ces principes d'engagement, alors le texte est un peu plus long, mais grosso modo, il y a 5 thématiques. L'idée d'associer, je l'ai répété 15 fois depuis tout à l'heure, l'alimentation à une approche globale du soin. La volonté de contribuer collectivement à l'autonomie alimentaire de nos territoires et de nous inscrire là où c'est possible, notamment dans les plans alimentaires des territoires. L'idée de faire du jardin un lieu d'activité et de soins, et ça c'est quelque chose de central dans notre projet autour de l'alimentation, c'est qu'on met au cœur de ce projet-là aussi l'activité de jardin de soins. La volonté de proposer une restauration collective exemplaire et qui respecte tous les enjeux réglementaires dont on a parlé depuis le début de ce webinaire. Et au bout du bout, la volonté de prouver, en tout cas de contribuer à prouver qu'une restauration biologique, locale, faite maison serait non seulement possible et nécessaire pour répondre aux enjeux de santé publique et d'autonomie alimentaire. Alors évidemment, on n'y est pas, on n'est pas meilleur que les autres, mais c'est quelque chose qui nous anime.
Donc voilà, ces principes, vous voyez, ils sont pas particulièrement jolis sur cette image, mais c'est pour dire que c'est un texte de 4 pages qui a été signé par notre conseil d'administration, ce qui a fait l'objet de plein de débats avec des professionnels venus des différents établissements, avec la direction médicale, avec les services supports aussi, des achats, etc. Toutes les personnes qui sont concernées à un endroit ou l'autre par la grande chaîne alimentaire sur nos établissements ont pu contribuer à l'adoption de ces principes, et ça, c'était au mois de juin. Et depuis, on a travaillé à opérationnaliser tout ça pour faire démarrer un nouveau projet transversal autour de l'alimentation durable. Alors, on passe à un mode projet à l'échelle d'une institution avec un certain nombre d'objectifs, de moyens qui ont été listés pour y contribuer. On va travailler à la formation des professionnels, on va se rapprocher de nos territoires, on va effectivement reprendre la manière dont on envisage notre réponse aux objectifs de la loi Egalim pour garder cet objectif fort pour nous et d'aller vers une atteinte ou une meilleure atteinte de ces objectifs. Le déploiement de projets de jardins extraordinaires dans l'ensemble de nos établissements, petit à petit bien sûr. Et enfin, la volonté de prendre part à des dynamiques qui soient locales, régionales comme aujourd'hui, nationales, pourquoi pas, autour de la restauration collective durable, notamment dans notre secteur d'activité et dans les établissements de santé et médico-sociaux. On fait de cet axe de l'alimentation durable, en tout cas, l'un des points forts et l'un des axes majeurs de notre stratégie de développement durable. Par exemple, à l'automne, on est en train d'organiser des journées d'échange pour les professionnels. Celles-ci, elles sont vraiment à la cible des professionnels, avec à la fois de la sensibilisation et de la formation sur les enjeux de l'alimentation, de la lutte contre la dénutrition. Cette journée, elle se placera aussi dans les semaines de lutte contre la dénutrition. Et puis, des ateliers pratiques pour apprendre à mieux accompagner les personnes au quotidien, notamment dans la prise des repas, pour mieux enrichir l'alimentation, pour savoir mieux investir les activités de cuisine thérapeutique, pour pourquoi pas intégrer davantage l'activité de jardin de soins à l'activité des établissements, etc., etc. En tout cas, c'est pour dire qu'on met tout ça vraiment sur le terrain, à la main aussi des professionnels soignants qui font partie du jeu. L'alimentation n'est pas qu'un problème d'achat ou de cuisine. Donc voilà où nous en sommes, et voilà, donc ce projet il répond à la fois à la volonté vraiment de confirmer et d'aller plus loin dans notre engagement pour les objectifs de la loi Egalim. Pas mieux que les autres, on parvient aujourd'hui à atteindre les objectifs. Toutefois, on voudrait ne pas les perdre de vue, et on avait besoin de se rappeler le sens qu'il y avait derrière ces objectifs-là, parce que face aux chiffres et à la réalité un peu cruelle du coût, notamment des produits alimentaires et des prestations de restauration que l'on doit payer, bah, il fallait aussi se redire que derrière, il y avait quand même un sens à quand même garder le cap pour aller vers cette alimentation durable. Et puis donc, l'enjeu de la santé et de la volonté de faire des temps de repas et de l'alimentation en général, quelque chose qui soit incontournable et non négociable dans notre approche du bien-être et de la bonne santé des personnes qu'on accompagne. Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus. Je crois que l'idée maintenant, c'est de garder un petit temps de discussion tous ensemble. Donc, je te rends l'écran, Colline. Oui, merci beaucoup Elisabeth pour ce témoignage passionnant et qui permet d'élargir la focale en fait et l'éventail des moyens de prise en charge de cette problématique de l'alimentation durable. Voilà, au-delà de ce qu'il y a dans les assiettes, c'est aussi un levier de thérapeutique et de soins qui est absolument essentiel. Donc avant de vous laisser la parole, on va essayer de ramasser un petit peu tout ce qui a pu être dit. On a vu que l'alimentation durable, c'est un véritable levier de décarbonation, en tout cas de réponse aux enjeux de transformation écologique. Vous avez là une illustration du rapport de 2023 du Shift Project qui pointait le sujet de l'alimentation comme le troisième domaine dans les émissions carbone du système de santé. Donc, c'est pas négligeable. On sait aussi que ces chiffres-là peuvent évoluer et que l'alimentation prendra une place plus importante. Et si on prend en charge le problème, bah, réduire le gaspillage alimentaire, systématiser l'offre de repas végétariens ou réduire les emballages plastiques, ça permettrait de réduire de près de moitié l'impact des achats alimentaires. Donc on est là sur un sujet majeur. Les témoignages qu'on a entendus ont aussi démontré que l'alimentation durable, c'est un sujet qui est au cœur des démarches de RSE, de transformation écologique, hein, et au cœur des 3 piliers de l'économie, de l'environnement et du social. C'est aussi un outil de développement des relations avec les parties prenantes.
Les difficultés, on les a évoquées aussi. Il y a un problème de coût pour appliquer cette loi Egalim. Il y a une question de ressources humaines. Ça, c'est vrai qu'on en a peu parlé, mais peut-être que certaines questions porteront là-dessus. Avoir les compétences en interne, la disponibilité des compétences internes. Ce sont des sujets qui sont très techniques également. Il y a une instabilité des marchés alimentaires, Isabelle en a parlé. Et puis, il peut y avoir des freins quand on a délégué la compétence, et en tout cas la restauration collective à des prestataires externes qui peuvent parfois euh, moins prendre en charge, en tout cas, les exigences de cette loi Egalim. Donc, pour essayer de résumer tous les leviers dont on a parlé, dans le domaine des finances et des achats, il faut essayer d'élargir la focale, prendre en compte le coût matière. L'alimentation de qualité, parfois, elle permet d'avoir de meilleurs rendements. Donc, un coût qui est supérieur au départ, finalement, le coût de ce qui arrive dans l'assiette, eh ben, il peut être pas forcément aussi élevé qu'au départ. Voilà. Une viande de mauvaise qualité, quand elle cuit, elle peut réduire. Il faut lutter contre le gaspillage alimentaire, on l'a vu, réduire les grammages, Isabelle en a parlé aussi, réduire parfois le nombre de composantes pour certains repas, s'engager dans la diversification protéique. Tout ça permet de faire de vraies économies. Et donc, l'important, c'est d'essayer d'avoir des projections financières à moyen terme en prenant l'ensemble de tous ces éléments. Et Isabelle l'a aussi un petit peu évoqué, hein, réduire le nombre de repas carnés. Ça ne veut pas forcément dire qu'on impose une alimentation végétarienne tout azimut. C'est un sujet qui peut être très sensible, notamment vis-à-vis de certains convives. Mais en tout cas, quelques repas végétariens ne veut pas dire voilà, une alimentation végétarienne globale. Deuxième groupe de leviers, c'est la question de la montée en compétences sur ces sujets qui sont très techniques. Il y a beaucoup de formations qui existent, on l'a un peu évoqué. C'est important de pouvoir former l'ensemble de la chaîne des métiers, des acheteurs, des diététiciens, les chefs de cuisine, mais aussi les directions qui prennent en charge ces questions-là. Il existe des formations qui sont collectives sur tout un tas de sujets en lien avec la loi Egalim. Ça va du sourcing des produits bio au cours de cuisine végétarienne pour les chefs. C'est très important. Isabelle l'a évoqué aussi. La cuisine végétarienne, ce n'est pas seulement enlever la viande. Hein. Il y a voilà, tout un savoir-faire qu'il est important de détenir. Et puis cette montée en compétences, elle doit aussi s'apparenter à une montée en connaissance du côté des convives et des patients. L'éducation au goût, faire évoluer les manières de se nourrir, voilà, ça implique aussi de faire de la pédagogie parfois auprès des convives et on sait que c'est un sujet, encore une fois, qui est très sensible dans certains établissements, notamment auprès des seniors. Il faudrait aussi mettre en place une gouvernance du sujet. Elisabeth en a parlé dans son témoignage. Mettre en place toute cette intelligence collective autour du sujet de l'alimentation collective en interne au sein des établissements, c'est essentiel. Intégrer cette question à la stratégie d'établissement, monter des groupes de travail, encore une fois, qui réunissent l'ensemble de la chaîne de compétences et tous les métiers, puisqu'il y a des métiers très divers qui peuvent intervenir sur ce sujet. Encore une fois, impliquer les patients et les convives, et puis se saisir du sujet de l'alimentation durable comme un sujet pour mettre en place des projets thérapeutiques et des projets de soins. Encore une fois, tout ce qu'essaye de mettre en place la Fondation John Bost l'a bien démontré. L'alimentation durable, pour finir, c'est aussi une très belle opportunité de développement territorial en fait, et pour intégrer des parties prenantes qui sont présentes sur vos territoires. Alors, auprès des producteurs locaux, aller sourcer, privilégier les circuits courts. Ça veut dire aller au-devant de producteurs locaux, de coopératives qui existent. Il faut savoir qu'il y a de nombreux agriculteurs qui peuvent aussi considérer que c'est une opportunité de répondre aux besoins des établissements parce que ça sécurise en fait leur production, d'avoir des commandes qui sont régulières. Il faut aller vers les projets alimentaires de territoire qui seront de plus en plus nombreux, qui peuvent permettre de faire du réseau, de rencontrer des acteurs qui pourraient vous aider. Et puis pourquoi pas se rapprocher des collectivités ou d'autres structures publiques de même taille avec qui envisager des partenariats pour grouper des achats, mais aussi pour grouper les circuits logistiques. Isabelle en a un petit peu parlé, la question de la logistique, de la livraison
alimentaire est un vrai sujet et peut constituer un vrai frein, en fait, au développement de ces pratiques plus vertueuses en matière alimentaire. Et puis, Monsieur Cruz l'a aussi évoqué, il existe des aides locales ou nationales qu'il faut aller chercher sur ce sujet-là et qui existent. Donc tout ça nous donne un magnifique engrenage positif, voilà, qu'il faut essayer en tout cas d'activer un petit peu. On a peu parlé de la question de la réduction des déchets plastiques. Mais ça reste un sujet majeur des lois Egalim et AGEC. Et voilà, encore une fois, la question des plastiques constitue un vrai levier de progrès sur ces questions-là et en restauration collective. Voilà, donc pour conclure, l'alimentation, c'est un sujet qui est fédérateur, qui parle à tout le monde. C'est un levier de soins, de services et d'intérêt général. Donc, il faut s'y engager. Je vous propose de prendre la parole si vous avez des questions à adresser à nos intervenants ou si vous voulez nous faire part de peut-être des difficultés que vous avez pu rencontrer au sein de vos établissements, sur la manière dont vous avez pris en charge ou non la loi Egalim. N'hésitez pas. Alors, pour vos interventions, vous pouvez soit choisir de laisser un commentaire dans le chat ou manifestez-vous pour que nous vous donnions la parole et que nous ouvrions vos micros. Alors, nous avons Pascal Vaux qui a levé la main. Et voilà, Madame Vaux, on vous écoute. Bonjour, Bonjour. vous m'entendez? Très bien. D'accord. Déjà, je voulais juste vous préciser que la discussion dans le chat, quand on veut partager, il y a marqué désactiver. Donc, je ne sais pas s'il y aura d'autres participants qui auront des difficultés pour taper un message, mais je vous précise juste. Moi, je voulais prendre la parole parce que nous avons une intervenante, Madame Bard, qui a pu un petit peu parler de la liaison chaude et des avantages d'avoir une cuisine centrale sur site, avec un avantage qui est d'avoir les restes et de pouvoir les cuisiner sur lendemain. Et là, je suis un petit peu étonnée. Je voulais savoir s'il y avait une nouvelle loi ou quelque chose qui était sorti. Nous, on est en cuisine centrale et tout ce qui sort de la cuisine, s'il y a des restes dans nos services, nous n'avons pas le droit de conserver et de réutiliser les restes. Donc, je voulais savoir si j'avais loupé un texte ou un décret ou quelque chose qui pourrait nous permettre, pour éviter le gaspillage alimentaire, parce que ça m'intéresse vraiment, de voir pour pouvoir récupérer, retransformer en fait les aliments. Isabelle, peut-être? Voilà, j'ai réouvert le micro. Alors, c'est pas les restes, hein. Évidemment que c'est les plats en fait qui sont maintenus à température et qui ne sont pas servis, que l'on peut redescendre en température puisqu'ils sont produits le jour même, que l'on peut redescendre en température et resservir le lendemain. Mais en fait, c'est pas le mot reste, évidemment. En fait, ce qui n'est pas présenté au self et pas maintenu en température, on ne peut pas le garder. Et en fait, le Oui, mais matin, du coup, ça veut dire que, en fait, dans ce que vous préparez, vous laissez en cuisine et vous ne montez pas dans les services, vous allez chercher au fur et à mesure. oui, en fait, c'est des restaurants. C'est-à-dire que nous, c'est pas des cuisines centrales sur place que Ah, l'on a, c'est vraiment des restaurants d'entreprise en production, enfin, le J0. C'est-à-dire que le matin, en fait, ils produisent, ils ne descendent pas en température, ils produisent à chaud, quoi, en fait, en liaison chaude directe au restaurant devant le convive. Et quand il y a des plats, en fait, qui n'ont pas été entamés, hein, qui ne sont pas servis, en fait, surtout en chaud, en gastro, on peut les redescendre en température. S'ils ont été bien maintenus à température au-dessus de 63 degrés, il n'y a pas de problématique en fait à les descendre en température et les garder pour le lendemain, pour les resservir. Et ça, bon, c'est alors bien là, écrit, hein,
Oui. Ouais, ouais, je suis d'accord avec vous. Bon, du coup, on parle pas du tout de la même chose parce que c'est vrai que si Non. vous avez des restaurants, nous, on est un centre hospitalier gériatrique, un EHPAD en fait, hein, avec une partie USLD. On a une cuisine centrale qui n'est pas sur site, ce n'est pas un restaurant, ce qui fait que ben, nous, les plats, s'ils sont même pas entamés, mais à partir du moment où ils sont sortis de la cuisine, on peut rien faire. Donc, du coup, en fait, on peut pas prendre d'exemple par rapport à ce que vous avez pu présenter. Mais en Non, tout c'est cas, un je vous fonctionnement remercie. cuisine centrale, hein. Oui, heureusement que vous avez posé la question. Que Ouais, c'est- ouais. Merci beaucoup. On a une question pour Monsieur Cruz. On en a parlé avant de lancer le webinaire. Sur le plan des sanctions et de la coercition en lien avec la loi Egalim, est-ce que vous pourriez nous donner des précisions si un établissement ne respecterait pas les critères de Alors, la loi Egalim? alors, quelles sont les sanctions? Pour l'instant, les sanctions, il n'y en a pas. Il n'y a pas de décret sanction lié à cette loi Egalim ou climat résilience, hein. En revanche, ce dont on avertit un peu tous les gestionnaires de restauration collective, c'est que euh, tout ce qui est affiché sous ma cantine, hein, est visible du grand public, hein. Donc, le grand public, les usagers, les convives euh, suivent ce qui se passe. Et quand il se passe rien, eh ben, ils savent le dire. C'est justement ce qui petit à petit monte un peu en puissance, hein, c'est ce genre de choses, c'est-à-dire des signalements de clients, d'usagers, de convives, de parents d'élèves qui sont étonnés soit de ne pas voir les cantines inscrites, soit de ne pas avoir de taux qui évoluent, soit de voilà. Donc l'idée de prendre le train en marche si c'est pas encore fait et d'aller s'inscrire et de télédéclarer ces données. Si les taux sont pas bons, il n'y a pas de sanction. En revanche, voilà, c'est au moins il y a une traçabilité. Vous affichez vos informations, vos achats, vos pratiques concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire, le fait aussi que vous proposiez des menus VG, là aussi c'est affiché, donc vous êtes transparent. C'est ça l'idée aussi de ma cantine, c'est de donner, apporter la transparence auprès du grand public et pouvoir piloter aussi, je le disais tout à l'heure, hein, pour les élus, pouvoir piloter les cantines et cette transition alimentaire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? J'ai vu passer une question de géographie, peut-être pour Elisabeth. Est-ce que tu pourrais nous préciser la localisation de l'établissement en Dordogne? Oui, pardon, j'ai parlé un peu vite. Le site de la vallée de la Dordogne de la Fondation John Bost, il est basé à La Force. La Force, c'est un petit village qui est à une dizaine de kilomètres de Bergerac. Les jardins sont accessibles à tout moment. Il n'y a aucun problème pour pénétrer sur le site et pour s'en approcher. Et alors, Elisabeth, il y a une autre question sur les jardins solidaires. Est-ce que vous cultivez vos propres fruits et légumes et comment faites-vous par rapport aux agréments sanitaires? Alors, pour répondre un petit peu en diagonale hein, sur un enjeu qui est important, là aujourd'hui, on n'est pas du tout à un niveau de production qui fasse qu'on ait des aliments qui rentrent à l'intérieur de la cuisine centrale. On en est très loin. Le jour où ça serait possible d'avoir ça en production, on se posera la question de la manière dont le faire arriver d'une manière conforme au niveau sanitaire et HACCP, etc. C'est pas impossible. C'est évidemment pas simple. Ça demande de respecter pas mal de règles et d'être très très rigoureux. On envisage de travailler en association avec la légumerie qui est implantée par la communauté d'agglomération sur Bergerac justement et avec laquelle notre projet il est déjà pensé. On a fait pas mal de réunions ensemble, etc. Voilà, il y aura tout plein de leviers à soulever, mais on pourra avancer là-dessus. Aujourd'hui, il s'agit uniquement d'une consommation individuelle, des familles qui viennent en promenade sur le site, des personnes qui, à titre personnel, passent par là, et ou d'établissements qui récupèrent notamment des aromatiques pour des ateliers de cuisine thérapeutique sur laquelle on a beaucoup plus de facilité à aller vers. Mais on est vraiment sur quelque chose d'anecdotique, de symbolique en termes de quantité. Merci beaucoup. Il y a une question qui concerne le bien-être animal et une charte qui s'appellerait Etika. Est-ce que, alors, moi, je n'ai pas d'informations sur ce sujet. Est-ce que ça parle à quelqu'un? La signature d'une charte sur le bien-être animal qui s'appellerait Etika. Sur des budgets, là je vois pas trop.
Oui, Parce que centre hospitalier, voilà, c'est Monsieur, le même problème que Monsieur nous, quoi. Cruz, peut-être. c'est intéressant. Est-ce que ça vous Non, ça parle ou me pas du parle tout? pas. Oui, la feuille Bien. d'hébergement Hmm. bateau. Oui, il faut qu'on la signe. Allez-y. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il y a une question un peu générale hein, sur bah oui, comment allier les contraintes budgétaires et s'engager vers Egalim. C'est tout le nœud du problème. Et je crois que les témoignages ont essayé de démontrer que peut-être qu'il faut y aller petit à petit, pas à pas. Voilà, réduire un petit peu la viande, réduire les quantités pour essayer voilà, de gagner en marge de manœuvre budgétaire pour aller vers un peu plus de qualité. Mais bien entendu, je pense que tout le monde est conscient, et même du côté de la DRAF, des difficultés et de la contrainte financière auxquelles sont soumises les établissements sanitaires et médico-sociaux. Effectivement. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a vraiment une volonté aussi de la part des directions hein, et des hiérarchies de vouloir aller dans le sujet, à travailler sur ce gaspillage alimentaire, sur voilà. Plusieurs établissements ont fait des produits, des guides. Hein. Je pense au centre hospitalier de Saintonge. Ils ont fait une expérimentation sur 2 années. Je crois qu'il y avait un financement d'ailleurs de la DRAF et de l'ADEME. Et voilà, il faut pas hésiter à s'inspirer de bons exemples comme ça. Après, bon, c'est diversement reproductible. Hein, ça dépend des structures, des tailles de structures. Mais au moins, ça peut donner des pistes d'action. Tout à fait. Un dernier point intéressant là qui vient d'être soulevé avant de conclure parce que je vois que l'heure file, c'est peut-être les contradictions qui peuvent exister entre cette dynamique de réduction de certaines composantes ou de la viande et les indications du GERCM. Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait une obligation à suivre ces indications-là. Est-ce que Isabelle, peut-être, tu peux répondre à ça? Hum, Alors, je pense que c'est une préconisation. Voilà. Et justement, on en a parlé Mm. la dernière fois. Je voulais un peu plus regarder, mais ce n'est pas. Alors, peut-être pour le marché public, oui. Mais oui, c'est à creuser. C'est à creuser. Mais en fait, voilà. Très bien. Après, je sais que le GMRCM devait avoir une nouvelle version aussi. J'avais entendu dire. Parce que je pense que ça existe depuis de longues années. Donc, on a changé. Autant le PNNS, en fait, il y a eu des versions différentes, en fait. Hein, il y a des évolutions. Donc, on se tient au courant. Très bien. On note que du côté de la mission d'appui, que c'est un sujet à creuser. On vous en reparlera. Madame Il y a Elissalde, peut-être, est-ce que vous souhaitez intervenir? Je vois que vous indiquez une réponse dans le chat. Je vous ai ouvert la parole si jamais vous souhaitez intervenir. Ces recommandations, il n'y a qu'une partie qui était applicable de manière obligatoire, notamment au milieu scolaire, le milieu hospitalier, j'avoue, je ne sais pas, vous pourrez vérifier. Mais en tout état de cause, elles sont en révision et là, elles devraient effectivement être communiquées peut-être dans le cadre du nouveau PLNS, puisque là, les travaux étaient sur la fin. Très bien. Merci beaucoup. Alors, avant de conclure cet échange, nous voulions vous partager un QR code qui devrait apparaître sur vos écrans, qui vous permettrait d'accéder à un formulaire de retour d'expérience. Si au sein de vos établissements, vous avez agi sur ce sujet de l'alimentation durable, que vous souhaitez du coup mettre en lumière vos actions, vous pouvez nous les faire remonter via ce formulaire. Et l'objectif, ce sera d'en faire une fiche de retour d'expérience qui sera publiée sur notre site, qui sera partagée auprès de tous les établissements qui s'y intéressent pour voilà, partager encore une fois ces actions inspirantes et ces bonnes pratiques. Dans le support du webinaire, vous aurez quelques pistes et ressources
quelques pistes de réflexion complémentaires, en plus donc de toutes les ressources qui ont été indiquées par Monsieur Cruz, des formations, des ressources documentaires, je le disais. Et puis, je voulais vous rappeler que la certification AFNOR environnement, hébergement pour les établissements sanitaires et médico-sociaux est aussi une belle opportunité pour se saisir de ces questions d'amélioration qualitative de l'alimentation au sein de vos établissements. La mission d'appui vous en reparlera, bien entendu, mais il y avait déjà eu un webinaire le 19 juin 2025. Donc, il existe vraiment tout un tas d'outils sur ce sujet, même si c'est un sujet complexe. Le CH de Niort avait aussi produit un petit logiciel d'aide et de calcul du gaspillage alimentaire. En Nouvelle-Aquitaine, il y a des structures comme le CREPAC qui peuvent vous accompagner aussi sur ce sujet du gaspillage. Donc, il y a quand même de nombreux acteurs et de nombreuses ressources qui peuvent vous accompagner, encore une fois, même si c'est un sujet très contraint. Voilà. Bien sûr, la mission d'appui reste à votre disposition si vous avez besoin d'un accompagnement sur ces sujets. Le webinaire sera partagé en replay. Tous les supports des intervenants vous seront aussi adressés. Et on se retrouve pour le prochain webinaire le 9 octobre. On parlera BGS. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire aussi nombreux. Et bonne fin de journée. Au revoir.